Chunk 1. Dans le magazine Rolling Stone, on a demandé à Truman s'il voulait écrire sur leur tournée. Lee Radziwill a vécu dans l'ombre de Jackie Kennedy pendant 85 ans. Elle a volé des petits amis, rivalisé pour les mêmes hommes et s'est battue pour des millions. Lorsqu'elle est décédée en 2019, les gens pensaient connaître son histoire. Mais sa fille aînée, Tina, a brisé le silence après 6 ans. Ce qu'elle a révélé sur le favoritisme de Lee, sa froideur émotionnelle et ses secrets de famille a choqué tout le monde. La confession a révélé un côté de la célèbre mondaine que même Jackie n'a jamais connu. Certaines vérités sont trop douloureuses à raconter lorsque les gens sont encore en vie. Lee Radziwill est née le 3 mars 1933 à l'hôpital Doctors de Manhattan. Son nom complet était Caroline Lee Bouvier. Son père était un courtier en bourse, nommé John Vernou Bouvier III, bien que les gens l'appelaient Black Jack. Sa mère était Janet Norton Lee, une belle mondaine. Lee est née seulement 4 ans après sa sœur Jackie, qui est venue au monde le 28 juillet 1929 à Southampton. Mais le monde dans lequel elles sont nées s'effondrait. La Grande Dépression avait écrasé le pays. En 1933, la même année où Lee est née, le chômage a atteint 25 %. Le krach boursier de 1929 avait détruit des millions de vies et les Bouvier n'ont pas été épargnés. La société de courtage de Black Jack avait du mal à rester à flot. Il a perdu des clients rapidement et la famille a dû quitter ses maisons luxueuses. Cette année-là, plus de 15 000 banques avaient fait faillite à travers l'Amérique. Lee a déclaré plus tard que les décisions risquées de son père à cette époque l'avaient terrifiée à l'idée de la ruine financière. Elle a grandi en désirant la stabilité, quelque chose qu'elle sentait que son enfance n'avait jamais eue. Pour donner l'impression que les choses allaient mieux qu'elles ne l'étaient en réalité, les Bouvier se sont accrochés à une image de vieille fortune. Black Jack a même dit aux gens qu'il venait de la noblesse française. Mais dans les années 1970, des généalogistes ont révélé que tout était faux. Leur véritable origine remontait à un ébéniste des années 1800. Lee était donc née dans un monde qui faisait déjà semblant, qui s'effondrait déjà, et elle passerait sa vie à essayer de réécrire cette histoire. Dès l'âge de 3 ans, en 1936, Lee partageait son temps entre un penthouse sur Park Avenue et un grand domaine à East Hampton. Mais derrière le glamour, les choses étaient chaotiques. Son père buvait beaucoup. Chunk 2. À la fin des années 1930, il finissait des bouteilles boisses de whisky chaque jour. Il avait des liaisons et des humeurs violentes dont on chuchotait dans les cercles mondains. En 1935, il n'a pas été poursuivi en justice pour avoir pris 100 000 $ de fiducie familiale. Cela a failli les détruire. En 1938, il a perdu son emploi à Wall Street et les gens ont même colporté qu'il avait été impliqué dans des délits d'initié. En 1940, tout s'est effondré lorsque les parents de Lee ont divorcé. Elle n'avait que 7 ans. Sa mère a accusé Black Jack de cruauté. Les tribunaux lui ont accordé la garde exclusive et ont obligé Black Jack à verser 1 000 $ par mois de pension alimentaire, même s'il était noyé sous 200 000 $ de dettes. Le scandale s'est déroulé dans les journaux et Lee ne l'a jamais oublié. Lee et Jackie vivaient soudainement entre 2 maisons, entourés de tensions. En 1942, Janet s'est remariée. Cette fois, c'était avec Hugh D. Auction Klaus, un riche héritier pétrolier valant plus de 50 millions de $. Le nouveau mariage a amené plus d'enfants dans le tableau, comme Yusha, née en 1927, et des demi-frères et sœurs Janet en 1955 et Jaime en 1947. Lee avait l'impression de ne pas appartenir à ce nouveau monde. Elle n'avait que 10 ans lorsqu'elle a commencé à se battre avec ses nouveaux beaux-frères et belle-sœurs, s'inquiétant de qui obtiendrait quoi à l'avenir. Elle a dit une fois que ces années lui avaient appris à ne faire confiance à personne. Quand son père s'est saoulé et s'est évanoui lors d'un événement familial en 1942, l'embarrassant devant tout le monde, elle a dit qu'elle avait fait le vœu de ne plus jamais montrer de faiblesse. Lee a passé des étés dans un endroit appelé Lasata,
un domaine de 7 acres à East Hampton que son grand-père avait acheté en 1925 pour 50 000 $. Il avait 8 chambres et une vue sur l'océan. La famille y a accueilli des noms célèbres. En 1937, Lee rencontrait des gens comme les Vanderbilt et les Rockefeller. À l'extérieur, cela semblait magique, mais à l'intérieur, les choses étaient tendues. Jackie, 4 ans plus âgé, était la star. En 1940, Jackie a remporté un concours d'équitation de poneys. Lee avait 7 ans et a pleuré quand elle a perdu. Leur grand-père, le major Bouvier, est décédé en 1948 avec une dette de 1 million de dollars et la famille a dû vendre l'ADA en 1950. Lee a dit plus tard que peu importe à quel point un endroit semblait beau, cela ne signifiait jamais la paix. Une nuit en 1939, il y a eu une bagarre d'ivrogne à Lata. Chunk 3. Cette nuit-là, elle a appris que la haute société pouvait être cruelle derrière sa surface polie. À l'âge de 5 ans, en 1938, Lee et Jackie étaient déjà habillés avec des tenues assorties pour des photos. Leur mère était obsédée par l'image. Même pendant la dépression, Janet dépensait 500 $ par an pour leurs vêtements. Après le divorce en 1941, elle a inscrit les 2 filles à des cours de ballet qui coûtaient 200 $ par session. Tout le monde a toujours dit que Jackie était plus jolie. Cela a profondément blessé Lee. En 1950, à seulement 17 ans, elle a subi une rhinoplastie pour changer son apparence. Au moment où elle est allée à l'école Miss Porter en 1947, elle avait appris à copier des styles qui la rendraient plus tard célèbre. Mais le style était un masque. Un jour, en 1939, quand elle a déchiré une robe, sa mère l'a enfermée dans un placard pendant des heures. À partir de ce moment, Lee a commencé à cacher sa douleur derrière des vêtements parfaits et des sourires parfaits. Elle a commencé l'école à Sharpen à Manhattan, puis est allée à la Pitaway School à Washington. En 1947, elle est entrée à Miss Porter dans le Connecticut, où les frais de scolarité coûtaient 1 500 $ par an. Ce serait plus de 20 000 $ aujourd'hui. Elle était douée pour le dessin et le théâtre. Son annuaire de 1950 contenait des mots gentils sur sa créativité, mais elle a échoué en mathématiques et en histoire. Jackie, d'un autre côté, a obtenu des A dans toutes les matières. Elle a même remporté un concours d'écriture de Vogue en 1961. Les enseignants ont dit que Lee était brillante mais sauvage. Elle a séché ses devoirs, a cherché des sensations fortes et a eu une retenue 2 fois par semaine en 1949. Elle détestait être comparée à Jackie et a commencé à chercher sa propre voie de sortie. À 15 ans en 1948, Lee a commencé à se rebeller. Elle a séché 12 cours en un semestre. Le 15 octobre 1948, elle s'était fait prendre en train de fumer des marelles derrière les dortoirs et a été suspendue pendant 2 semaines. Les gens ont été choqués. Ils pensaient qu'elle était la bonne fille. Pire encore, il y avait des rumeurs selon lesquelles elle avait un petit ami de 20 ans nommé Peter. Sa mère l'a retirée de l'école pour une discussion sérieuse le 5 novembre 1948, mais cela n'a pas fonctionné. En février 1949, elle est sortie par une fenêtre et a fait de l'autostop sur 10 miles pour aller à une fête. Chunk 4. Elle est revenue à l'aube, en désordre et souriante. Son père a payé 500 $ cette année-là pour nettoyer ses dégâts, mais a quand même appelé Jackie la préférée. En 1950, elle a falsifié des notes, manqué 18 jours et a failli perdre son allocation de 50 $ par mois. Cette année-là, Lee a commencé à s'éloigner de l'image parfaite Z de Bouvier. La société a commencé à le remarquer. Elle a passé des étés à Hammersmith Farm à Newport, un domaine de 28 pièces que la famille Saïd de son beau-père possédait depuis 1887. Ils l'ont acheté pour 100 000 $. À partir de 1941, elle a appris à monter à cheval. En 1956, elle avait gagné un ruban sur un poney nommé Dancer.
Elle a dû apprendre les manières et les expressions françaises auprès de gouvernantes, mais elle n'a jamais eu l'impression d'être à sa place. Son beau-père valait plus de 10 millions de dollars. Ses demi-frères et sœurs, Janet et Jaime, sont nés en 1945 et 1947. Lors d'une grande fête, le 15 août 1948, elle est restée à l'étage se sentant invisible. En 1950, elle a cessé d'aider aux corvées. Le 3 juillet 1951, elle s'est faufilée pour naviguer et est restée coincée seule pendant des heures. Le 28 juin 1949, son beau-père l'a surprise en train de voler de l'alcool. Une dispute familiale a suivi. Même avec tous les yachts et les pique-niques, Lee se sentait piégée par une vie qui n'était pas la sienne. Lee Radziwill n'a jamais aimé être juste la sœur de quelqu'un. Au début des années 1960, alors que la plupart des gens la voyaient encore dans l'ombre de Jackie Kennedy, elle a discrètement commencé à travailler avec Giorgio Armani. Ce n'était pas officiel au début. Elle portait ses pièces sur mesure en voyageant autour de Milan, montrant un oreiller noir et blanc et une jupe en velours qui a ensuite fait tourner les têtes lors d'un événement en 1942. En 1980, elle l'a officialisé, devenant la directrice des événements spéciaux d'Armani. C'était son premier vrai travail et en 1945, elle gagnait 50 000 $ par an. Cela peut ne pas sembler beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, c'était choquant pour quelqu'un né dans la haute société. Elle a utilisé son charme et ses relations pour amener Armani à Hollywood, le présentant même à Richard Gere lors d'une fête en 1980. Les ventes d'Armani aux États-Unis ont explosé de 10 millions de dollars à 135 millions de dollars en 1984. Elle l'a aidé à habiller les lauréats des Oscars, même si Jackie n'était apparemment pas contente car elle préférait les créateurs américains. Mais pour Lee, c'était sa chance de enfin se démarquer. En 1966, elle a franchi une autre étape importante en travaillant avec Truman Capote sur une série de mode pour Ladies' Home Journal. Chunk 5. Les articles ont immédiatement surpris les lecteurs. Lee a admis avoir secrètement emprunté les robes Givenchy de Jackie en 1961 lorsque l'argent était rare, les faisant même entrer en douce à la Maison-Blanche contre la volonté de JFK. Elle a révélé que son budget vestimentaire n'était que de 20 000 $ par an et que parfois elle mettait en gage ses bijoux pour un montant allant jusqu'à 5 000 $ pour maintenir les apparences. Capote a aidé à écrire sur son voyage en Inde en 1962, y compris une robe Yves Saint-Laurent à 1 200 $. Les articles sont sortis en juillet 1966 et ont atteint 2 millions de lecteurs. Mais les choses sont devenues tendues lorsque Lee a admis qu'elle s'était toujours sentie mal à l'aise autour de Jackie, dont le budget de garde-robe était 5 fois plus élevé, à 100 000 $ par an. Le partenariat l'a rendue plus célèbre, mais aussi plus vulnérable. Les gens ont colporté que Capote l'aimait plus qu'elle ne le réalisait. Et quand il a plus tard exposé des histoires privées dans un article de magazine en 1975, leur amitié a pris fin pour de bon. En février 1962, le magazine Rolling Stone lui a donné une énorme visibilité, la qualifiant de « chic radzi ». C'était un article de 10 pages avec 15 photos, dont elle posant dans une robe Mandréan à 3 500 $ d'Yves Saint-Laurent. Elle portait des turbans à 800 $ et des robes à 2 000 $, vivant la grande vie. Une histoire parlait de sa promenade à dos de chameau en 1961 au Pakistan où elle a perdu une chaussure à 500 $. Cet article l'a fait ressortir et a augmenté les ventes d'USL aux États-Unis de 40 %. Mais cela a également créé des problèmes avec Jackie, qui l'a giflé lors d'une dispute 1 mois plus tard seulement. La même année, Jackie a porté une robe USL similaire à un dîner à la Maison-Blanche, montrant discrètement sa désapprobation. Même la mode est devenue une bataille entre les sœurs. En 1967, Lee a lancé sa propre ligne de mode. Elle y a investi 80 000 $, vendant des turbans à 150 $ et des foulards à 200 $ chez Bloomingdale's, espérant vendre 1000 articles par mois. Mais tout a mal tourné.
Un problème de teinture a ruiné 500 pièces en juillet, lui coûtant 100 000 $ en décembre. Seuls 300 articles ont été vendus et les gens ont qualifié la ligne de trop chère. Les usines italiennes ont retardé les expéditions et elle a perdu 20 000 $ supplémentaires à cause des stocks retournés. Même si elle a gagné 50 000 $ grâce à son accord avec Bloomingdale's, l'entreprise a échoué. Sa précédente carrière d'actrice avait déjà échoué. Alors, après cela, elle s'est tournée vers la décoration intérieure. De 1959 à 1970, elle a posé dans une série de séances photos audacieuses pour le photographe Cecil Beaton. En 1966, Vogue l'a présentée dans des costumes pour hommes à 1200 $, avec certaines photos faisant allusion à des rumeurs sur sa sexualité. Une séance photo de 1964 l'a capturée avec un maquillage strié de larmes quelques mois seulement après la mort de JFK. Beaton a dit qu'elle était infiniment plus belle que Jackie. Chunk 6. Mais quand Andy Warhol a fait des commentaires en 1960 sur sa possible bisexualité, les rumeurs ont culminé. Ses photos sont apparues dans 15 magazines et ont contribué à façonner son image de femme audacieuse et élégante. Ils ont cessé de travailler ensemble après son divorce en 1974. La même année, Truman Capote s'est retourné contre elle. En novembre 1965, il a publié un chapitre intitulé La Côte basque, 1965, dans Esquire. Il racontait des histoires sur ses amis de la haute société, y compris Lee, en utilisant de faux noms, mais des détails évidents. Il a révélé des choses personnelles qu'elle lui avait dites au cours de 20 ans d'amitié. Lee était dévastée. Elle a pensé à poursuivre, mais l'écriture était trop habilement déguisée. Capote avait même écrit une pièce juste pour elle une fois. Mais maintenant, elle a rejoint d'autres comme Slim Keith en le coupant. C'était la fin d'une époque et il est mort seul en 1954. Toujours en 1975, elle s'est essayée à l'écriture. Avec l'aide de Jackie, elle a travaillé sur un livre intitulé Un été spécial, sur leur voyage en Europe en 1961. Les premières ébauches ont été rejetées par 2 éditeurs pour avoir trop révélé sur leur passé, y compris des allusions à des aventures romantiques. Ils l'ont atténué et Delicourt Press l'a finalement publié. Il s'est vendu à 10 000 exemplaires, mais les critiques l'ont qualifié de léger. Pourtant, cela a donné à Lee un nouveau but. Elle a ensuite écrit d'autres livres comme Happy Times en 2000 et Lee en 2015, bien qu'elle ait toujours admis que les premières ébauches étaient bien plus juteuses. Après avoir divorcé du prince Stanislas Radziwiłł en 1974, Lee a créé une entreprise de décoration intérieure. Elle a rapidement trouvé le succès. En 1974, elle a redessiné l'appartement parisien du baron Guy de Rothschild pour plus de 500 000 $, ce qui représenterait aujourd'hui environ 3 millions de dollars. Ces soies d'inspiration indienne ont choqué l'élite française. À la fin des années 1970, elle gagnait 2 millions de dollars par an, travaillant avec des clients comme Stavros Niarchos. Son entreprise s'est étendue à New York en 1980 avec 15 projets majeurs par an et un portefeuille de 10 millions de dollars. Pourtant, les gens chuchotaient qu'elle ne travaillait qu'avec des clients qui avaient des titres, ignorant les nouveaux riches. En 1975, elle a redessiné les suites de luxe de l'Hôtel Pierre à New York. Il venait d'être frappé par un vol de bijoux de 27 millions de dollars. Lee a ajouté des coffres-forts cachés dans les meubles, y compris un cadre de lit à 50 000 $ avec des tiroirs secrets. Chunk 7. Une suite avait même une salle de panique qui ressemblait à un placard avec du verre par balle et un prix de 200 000 $. Certaines personnes ont pensé que c'était exagéré, mais d'autres ont adoré le mélange de beauté et de sécurité. En 1978, elle avait gagné 1,5 million de dollars grâce aux pierres seules et a ensuite conçu 10 autres hôtels dans un style similaire. Ses mémoires, Happy Times, sont finalement sortis en 2003, mais elle avait commencé à les écrire au début des années 1980. Les premières ébauches étaient explosives.
En 1982, elle a écrit sur une dispute de 1962 avec Jackie au sujet d'un prêt de 10 000 et sur la façon dont Jackie a refusé de l'aider. La famille Kennedy a impliqué des avocats en 1943, l'avertissant de ne pas publier sous une pénalité de 500 000 $. Elle a modifié les ébauches, mais certaines pages ont fuité en 1984, montrant des histoires de jalousie et de drame, y compris la colère de Jackie à propos du mariage de Lee avec un prince en 1959. Lorsque le livre était finalement sorti, il s'est vendu à 50 000 exemplaires en un mois et lui a rapporté $1 million. En 1980, elle est revenue à la mode en tant que directrice des relations publiques d'Armani, gagnant 200 000 $ par an. En 1945, c'était 500 000 $. Elle a aidé Armani à atteindre Hollywood en habillant Richard Gere pour American Gigolo, qui a rapporté 52 millions de $. En 1988, elle a signé avec Marc Jacobs pour 300 000 $. Mais en 1985, un scandale a éclaté lorsque Jacobs a publié une publicité de Lee dans une pose révélatrice. Elle a été retirée après une réaction négative, coûtant $1 million en publicité perdue. Certains l'ont accusée d'utiliser le nom Kennedy pour attirer l'attention. Des groupes conservateurs ont boycotté Jacobs en 1986, mais son travail dans la mode a continué et en 1949, elle faisait partie de 20 campagnes. Entre 1975 et 1945, elle a encadré plus de 30 jeunes créateurs. Mais en 1987, des interviews sont sorties où elle a admis avoir rejeté 15 candidats en 1984 pour ne pas avoir la bonne éducation. Elle a dit que le maintien comptait plus que le talent. Cela a provoqué 200 lettres de colère et des critiques de l'American Society of Interior Designers en 1948. Les candidatures à son cabinet ont chuté de 20 %. En 1990, un ancien mentor l'a poursuivi pour 100 000 $ après avoir été renvoyé pour ne pas s'intégrer. Elle a quand même lancé quelques carrières réussies, dont un créateur qui a ensuite travaillé pour les Rothschild. Mais en 1949, elle avait perdu 3 clients importants en raison du scandale. Le divorce de Lee d'avec le prince Radziwill est devenu officiel le 23 juillet 1964 après 2 ans de séparation. Il avait des liaisons avec des femmes plus jeunes et a laissé derrière lui des dettes de 30 millions de $ à sa mort en 1976. Lee a perdu son titre de princesse et a dû mettre aux enchères des trésors familiaux en 1975 pour rester à flot. Elle a vendu un sabre polonais du 19e siècle pour 8 000 $ et d'autres objets d'une valeur de 50 000 $. Elle a commencé à fréquenter l'avocat Peter Tufo et a accepté plus de travaux de décoration intérieure pour survivre. Chunk, 8. Ses enfants, Anthony et Tina, étaient soutenus par Jackie car la succession de leur père ne valait rien. En 1963, elle a commencé une liaison avec Aristote Onassis juste au moment où son mariage s'effondrait. Il lui a offert un bracelet en diamant de 10 000 $ et elle a passé du temps sur son yacht, le Christina. Mais en octobre, Jackie est intervenue et a pris le relais. La même année, lors d'un séjour à l'hôtel Claridge de Londres, Jackie aurait giflé Lee lors d'une violente dispute au sujet d'Onassis. Il a épousé Jackie en 1968, mais Lee a dit plus tard qu'elle n'avait jamais prévu de l'épouser. Des lettres de 1964 ont confirmé la querelle. L'affaire est devenue publique lorsqu'un article du New York Post de juillet 1963 a fait allusion au drame. Lee s'est remarié le 23 septembre 1948 avec le réalisateur Herbert Ross, surtout connu pour Footloose. Elle avait 55 ans, il en avait 61, mais en 1995, il est devenu contrôlant. Il lui a interdit de voir des amis comme Truman Capote et lui a même dit quoi porter. Dans des documents judiciaires de 2001, Lee a déclaré qu'il surveillait ses appels et l'empêchait de sortir, ce qui a conduit à une dépression en 1999. Ils ont divorcé le 15 octobre 2001.
Ross est décédé peu après à l'âge de 64 ans d'une insuffisance cardiaque. Lee a reçu 5 millions de dollars dans le règlement, mais a perdu leur maison des Hamptons d'une valeur de 12 millions de dollars. À la fin des années 1970, sa vie est devenue, ça était devenu incontrôlable avec les drogues. Elle a commencé à consommer de la cocaïne lors des soirées du Studio 54 en 1977. Dans des biographies de 1980, elle a admis en consommer presque tous les soirs. En juillet 1978, elle a été vue s'effondrer sur la piste de danse après avoir mélangé de la cocaïne avec du Valium. En 1979, un raid dans un club a révélé son nom dans des documents liés à 800 $ de drogue. Elle a fait une overdose de Quaalude en 1975 et a dû se faire pomper l'estomac à l'hôpital Lenox Hill. Elle a rejoint les AA en 1981 après une dépression publique à Southampton. Mesurant 1,60 m, elle était tombée à seulement 43 kg. La propre consommation de drogue de Truman Capote n'a fait qu'aggraver les choses. Elle a commencé son rétablissement en 1982, mais ses liens avec Jackie sont devenus tendus. En 1970, elle a emprunté 100 000 $ à Jackie pour acheter un appartement à Londres et a promis de le rembourser dans un an. Mais en 1975, il était toujours impayé. Jackie est devenue frustrée, surtout après que Lee n'ait pas payé un loyer de 20 000 $. Les intérêts ont fait passer la dette à 150 000 $ en 1980. En 1945, Jackie a divulgué l'histoire à Vanity Fair, qualifiant sa sœur de profiteuse. Chunk, 9. Lorsque Jackie est décédée en 1994, elle n'a rien laissé à Lee dans son testament. Elle a écrit que Lee avait déjà reçu un soutien. Mais lorsque Lee est décédé en 2019, sa propre succession valait 50 millions de dollars. Elle n'a rien laissé à la famille Kennedy. L'une des pires disputes a eu lieu en 1973 lorsque Lee a secrètement vendu des bijoux, offerts pour 15 000 $. Jackie l'a découvert et a déposé une déclaration sous serment devant le tribunal. Leur relation ne s'en est jamais complètement remise. Lee Radziwill a passé toute sa vie à rivaliser avec sa sœur aînée, Jackie Kennedy. Cela a commencé quand elles étaient jeunes et n'a jamais vraiment cessé. En 1951, alors que Lee n'avait que 18 ans, elle a pris le petit ami de Jackie, Michael Canfield. Jackie était sérieuse avec lui. Leur mère était tellement bouleversée qu'elle a dû asseoir Lee et lui parler de loyauté. Mais Lee ne s'est pas arrêtée là. Elle a épousé Canfield en 1953. Ce mariage n'a pas duré. Il a pris fin en 1958, après que des rumeurs aient révélé que Lee avait été infidèle. Puis, en 1962, Lee a commencé à fréquenter Aristote Onassis. Mais 6 ans plus tard, en 1968, Jackie l'a épousé à sa place. Lee a affirmé qu'elle avait présenté Onassis à Jackie. C'était un autre rappel douloureux qu'elle passait toujours en second. En privé, Lee a dit à Truman Capote en 1962 qu'elle était jalouse de manière obsessionnelle du succès et du statut de sa sœur. Même si elle a dit au magazine People en 1976 qu'elles étaient exceptionnellement proches, les personnes qui les connaissaient ont dit qu'il y avait toujours de la tension, que ce soit à propos des hommes, de l'argent ou de la renommée. Lee est née le 3 mars 1933. Jackie est née le 28 juillet 1929. Lee suivait toujours derrière. Lorsque le président John F. Kennedy a été abattu à Dallas le 22 novembre 1963, Lee a volé de Londres à Washington le lendemain. Elle est restée avec Jackie pendant des semaines. Pendant les funérailles, le 25 novembre, Lee a beaucoup pleuré lorsque l'avion a survolé le cimetière d'Arlington. Cette nuit-là, elle a laissé une note sur l'oreiller de Jackie disant « Bonne nuit, ma chère Jax, la plus courageuse et la plus noble de toutes. » Chunk, 10. Elle est restée jusqu'au 6 décembre et a passé Noël avec Jackie à Palm Beach. Mais 5 ans plus tard, Jackie a épousé Onassis le 20 octobre 1968. Lee s'est sentie profondément blessée. Elle l'avait fréquenté en premier en 1962. Elle est allée au mariage, mais quelque chose à l'intérieur d'elle s'est brisé.
En public, elle a toujours nié toute rivalité, mais la douleur des choix de Jackie est restée avec elle pendant des décennies. Cette nuit de 1963, où elle avait pleuré pour Jackie, s'est transformée en quelque chose d'autre en 1968. Quelque chose de plus froid. Les choses sont devenues encore plus difficiles entre Lee et sa propre fille Tina. Tina est née le 18 août 1960. Au milieu des années 1970, Lee critiquait le poids de sa fille adolescente, surtout vers 1975 et 1976. Cela a profondément blessé Tina. Quand elle avait 17 ans en 1977, Tina a déménagé et est allée vivre avec Jackie à New York. Lee venait de divorcer en 1974 du prince Stanislas Radziwiłł. Sa vie s'effondrait. En 1975, elle était déjà en faillite. Le père de Tina n'aidait pas beaucoup non plus. Jackie est intervenu et a mis en place des fonds en fiducie pour Tina et son frère Anthony en 1976. Mais le déménagement au domicile de Jackie a rendu la distance entre la mère et la fille permanente. Même après tout cela, lorsque Lee est décédée en 2019, elle a tout laissé à Tina. Son testament a été signé le 20 septembre 2018. Il a donné à Tina 50 millions de dollars, mais Tina a déclaré plus tard dans une vidéo de 2024 que l'argent ne compensait pas la froideur émotionnelle avec laquelle elle avait grandi. En 1994, Jackie Kennedy est décédée. Son testament a choqué tout le monde. Elle n'a rien laissé à Lee, pas un seul dollar. Le testament disait « Je n'ai pris aucune disposition dans ce testament pour ma sœur Lee B. Radziwiłł, pour qui j'ai une grande affection, parce que je l'ai déjà fait de mon vivant. » Mais les initiés pensaient que c'était de la vengeance. Des rumeurs circulaient depuis 1962 selon lesquelles Lee avait été impliqué avec JFK avant même sa mort. La même année, Lee avait également présenté Jackie à Onassis et Jackie ne l'a jamais oublié. Chunk, 11. Le testament a donné 500 000 $ aux enfants de Lee, Anthony et Tina, mais rien à Lee elle-même. La succession totale de Jackie valait plus de 43 millions et est allée entièrement à ses enfants, Caroline et John Jr., nés en 1957 et 1960. À ce moment-là, Lee et Jackie se parlaient à peine. Ce que Lee avait autrefois nié si fortement, la rivalité, a été confirmé par le silence. Au début des années 1980, ils ont essayé de réparer les choses. Vers 1982 et 1983, ils se sont rencontrés pour des déjeuners et ont échangé des lettres, mais cela n'a pas duré. Une lettre de 1983 de Jackie à Lee a tout fait s'effondrer. Jackie a accusé Lee d'avoir une liaison avec Robert F. Kennedy, son beau-frère. L'affaire aurait commencé pendant des vacances à Antigua en janvier 1964. Les dossiers du FBI ont même étayé les rumeurs, disant que l'affaire a duré jusqu'en 1968. Lee l'avait nié dans une interview de 1976, mais le mal était fait. Ethel Kennedy a eu le cœur brisé quand elle l'a découvert en 1944. En 1994, Jackie a exclu Lee de son testament. Le passé ne pouvait pas être effacé. Gore Vidal a dit plus tard que Lee s'était vanté une fois d'avoir couché avec JFK en France en 1959. Cela a rendu la trahison encore pire. Au début des années 2000, Lee s'est discrètement retirée des projecteurs. En 2001, elle a vendu sa maison des Hamptons pour 3,5 millions de dollars et a déménagé dans un appartement tranquille sur l'avenue Montaigne à Paris. Ses jours de gloire avec Warhol et Capote étaient révolus depuis longtemps. En 2015, alors qu'elle avait 82 ans, Lee a été emmenée d'urgence à l'hôpital à New York. La famille n'a pas dit ce qui avait causé cela, mais des personnes proches d'elle ont chuchoté qu'elle buvait beaucoup depuis des années, finissant parfois 2 bouteilles de vin par jour. Elle avait déjà survécu à un cancer dans les années 1990 et avait subi une hystérectomie en 1990. Après l'hospitalisation de 2015, elle est retournée à Paris et est devenue encore plus recluse. En 2016, elle s'était coupée de presque tout le monde.
Le 15 février 2019, Lee Radziwill est décédée dans son appartement de Manhattan. Elle avait 45 ans. Sa fille aînée, Sasa Tina, était la seule à son chevet. Son fils Anthony était décédé en 1999 à l'âge de 40 ans d'un cancer. Personne d'autre de la famille Kennedy n'est venu lui dire au revoir. Chunk, 12. Ses funérailles, le 25 février, n'ont compté que 50 invités. Les factures médicales de 200 000 $ étaient impayées à son décès. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle n'avait pas parlé à de vieux amis comme le cercle de Rudolf Nureyev depuis des années. Son certificat de décès déposé le 20 février 2019 indiquait qu'aucune autopsie n'avait été pratiquée. Il n'énumérait que des causes naturelles. Tina a dû tout gérer seule. 5 mois avant sa mort, le 20 septembre 2018, Lee a signé son testament final. Il a révélé une succession de 50 millions de dollars. Le tout laissé à Tina. Le testament a été rendu public le 22 mars 2019. Ni Caroline Kennedy, ni la belle-fille de Lee, Carol Radziwill, n'ont rien obtenu. Carol, dont le mari Anthony était décédé en 1999, a intenté une action en justice en avril 2019. Elle a dit que Lee lui avait promis 10 millions de dollars du fonds familial. Caroline Kennedy, d'une valeur de 250 millions de dollars, s'est jointe à la bataille juridique en juin 2019, affirmant que Lee lui avait promis 5 millions de dollars en 1995. La fortune de Lee comprenait 20 millions de dollars en biens immobiliers à Paris, 15 millions de dollars en bijoux et 15 millions de dollars en vieux investissements. Les gens pensaient qu'elle était fauchée. En 2017, elle a vendu une bague en diamant pour 150 000 $ juste pour payer les impôts, mais il s'est avéré qu'elle cachait de l'argent depuis des années. Les poursuites se sont terminées en 2021. Tina a gardé 80% et a versé 8 millions de dollars pour tout régler. Cette trahison a rappelé aux gens l'ancienne jalousie de Lee lorsque Jackie a hérité de 26 millions de dollars d'Onassis dans les années 1970. En octobre 2019, Christie's a mis aux enchères plus de 500 objets appartenant à Lee. La vente a rapporté 1,2 million de dollars, mais ce qui a choqué tout le monde, ce sont les lettres. Une de 1962 montrait Jackie accusant Lee d'avoir vendu des secrets de la Maison-Blanche pour 5 000 $. Une autre de 1973 révélait la colère de Jackie à propos de la relation de Lee avec Onassis, disant que cela lui avait coûté 10 millions de dollars en règlements juridiques. Une lettre de 1959 montrait Lee suppliant Jackie de lui donner 100 000 $ pour l'aider avec son divorce. La vente aux enchères a attiré plus de 2000 téléspectateurs en ligne. Certaines des plus grosses enchères concernaient des photos de Peter Beard et des œuvres d'art espagnoles. Une lettre a confirmé qu'elle s'était battue en 1974 pour les droits du documentaire Grey Gardens. Même les vieilles photos de Jackie Dinde en 1961 se sont vendues pour 20 000 $. La rivalité n'a jamais cessé. Après la mort de Lee, sa fille Tina a finalement pris la parole. Chunk, 13. Dans une interview de 2024, Tina a dit qu'elle s'était toujours sentie invisible. Lee favorisait Anthony, surtout après son diagnostic de cancer en 1940. Tina a dit que le chagrin avait consumé sa mère et l'avait laissé se sentir exclue. La confession est sortie le 30 mai 2025 dans une vidéo YouTube. Tina a dit que Lee ne lui avait jamais apporté de soutien émotionnel même si elle lui avait laissé toute la succession. Elle a également dit que le favoritisme avait affecté son mariage et son identité. Elle a divorcé en 2005. Tina a dit qu'elle était restée silencieuse pendant des années par respect, mais la vérité devait éclater.